Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être de retour à Alfort, qui est mon école, pour interviewer Maxime Lachérade et Louis Peton, les cofondateurs d'Acavet. Bonjour Louis, bonjour Maxime, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Alors c'est ma première interview à 2 invités, donc je vais essayer de partager le temps de parole de manière appropriée. Maxime, Louis, vous êtes tous les deux alforiens en 6e année, promo 2024. En préparant cet épisode avec vous, je me suis aperçue que vous aviez beaucoup de points communs. Donc plutôt que de vous présenter l'un après l'autre, je vais vous présenter conjointement. Très bien. Vous êtes tous les deux issus de familles dans le milieu médical au sens large. Louis, ton papa est véto, alforien, un des gentils patrons de la clinique de Planquette dont parle Élodie Bligny dans l'épisode 28. Petite parenthèse, c'est un des épisodes préférés des auditeurs, écouté plus de 10 500 fois entre sa diffusion et sa rediffusion cet été. Donc j'espère que ça a fait de la pub à la clinique de Planquette. Et ta maman était ingénieure agronome et travaillait à l'ANSES. Maxime, de ton côté, c'est plutôt médecine humaine avec une maman orthophoniste et un papa médecin réanimateur. Et pour tous les deux, votre famille est un vrai moteur dans la vie. Autre point commun, vous avez un brillant parcours. Des bons lycées en section européenne ou avec une 3e langue, des bacs mention très bien, des classes prépa et une intégration réussie en veto. Alors en 5,5 pour vous deux, et vous me le précisez en me disant que vous avez échoué en 3,5. Ça m'a fait sourire parce que c'est très français. Même dans un parcours universitaire d'excellence, on retient ce qu'on a raté. En tout cas, vous avez intégré Alfort tous les deux par choix. Et dernier point commun, vous êtes très investis dans la vie étudiante. Louis, tu as présidé la junior entreprise, tu as été au comité spectacle de l'accueil. Maxime, tu as géré plusieurs clubs et assos de l'école. Et vous êtes des multipassionnés, musique, sport varié, jusqu'au hockey subaquatique. Louis, alors il faudra googliser. Oh là là, il va falloir googliser, oui. Alors nous, on s'est rencontrés sur notre stand à la VAC parce que vous connaissiez Manuelle Ornart, la rédactrice en chef de Thémavet, qui a donné des cours de communication à Alfort. Et vous m'avez parlé du lancement d'Acavet. Alors, ayant travaillé en start-up, je suis familière des hackathons et j'ai trouvé ça génial de transposer ça au secteur vétérinaire. Donc, je suis ravie de vous donner l'opportunité d'expliquer tout ça, surtout que maintenant, le premier Acavet a eu lieu avec un franc succès. Maxime, Louis, on y va ? C'est parti, let's go. Alors, première question, pourquoi vous vouliez devenir vétérinaire ? Alors, je pense comme la majorité des vétos aujourd'hui, quand j'étais petit, j'étais passionné d'animaux, je voulais avoir un petit chien, des petits hamsters, des petites perruches, etc. Et en fait, je me suis pas posé plus de questions, j'ai regardé ce qu'il fallait faire pour y arriver, et j'ai continué à essayer de faire en sorte de me donner les moyens de mes ambitions, on va dire, et de gravir les échelons au fur et à mesure, jusqu'à arriver à véto. Et toi, Louis ? Alors moi, quand j'étais tout petit, j'hésitais entre vétérinaire et égyptologue. Et puis j'ai lu un livre sur l'Égypte qui racontait qu'on avait trouvé tous les tombeaux des rois. Donc j'ai abandonné l'égyptologie et je me suis lancé comme mon papa dans le milieu véto que je côtoyais toute la journée puisque dès tout petit, je pouvais traîner dans la clinique à l'arrière. J'allais voir les animaux en hospitalisation et ça m'a toujours passionné. D'accord, très clair. Maxime, toi à l'école, tu t'es investi dans plusieurs clubs et assos de l'école. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et quels apprentissages t'en as tiré ? Ouais, totalement. Alors en fait, quand je suis arrivé à Alfort, faut savoir qu'en prépa, j'avais déjà organisé des événements assez festifs qui réunissaient les différentes promos et sections. Donc ça, il y avait BCPST, Hippocagne, Cagne, etc., les MP, les PCSI. Et on avait fait une superbe soirée, c'était vraiment génial. Et quand je suis arrivé à Alfort, je me suis dit, je pense que c'est l'école où on a une vie étudiante qui est assez sympathique et aussi diverse. Et je vais essayer de m'impliquer le plus possible là-dedans. Donc j'ai eu la chance en première année d'intégrer le cercle directement en décembre des élèves. Et ensuite, à partir de là, je me suis vraiment découvert une sorte de...
j'ai envie de dire passion pour vraiment la gestion des événements, le relationnel avec soit le bureau du cercle, mais aussi les étudiants, car on doit s'occuper de toute l'école. Et par la suite, ça m'a donné vraiment envie de m'investir à vraiment, j'ai envie de dire, à temps plein dans la vie étudiante, en prenant notamment un poste à la BNVA. Alors ça, c'est le club qui est assez sympathique, pas très scolaire, mais c'est un club où on réunit tous les copains d'Alfort, où on va faire un bon repas avec un peu de bière et voilà. Puis ensuite, j'ai pris les rênes de la pet food à Hills et jusqu'au comité accueil par la suite. Donc ça faisait un peu de travail sur l'école, mais c'était un pur plaisir. Et quels apprentissages t'en as tiré? La gestion d'une équipe déjà. Ouais. Parce qu'il faut entendre ce que tout le monde a à dire. C'est pas simple. Quand on est 15 dans un bureau, 15 personnes avec lesquelles on n'a pas d'expérience professionnelle derrière, ni moi ni les autres. Donc c'était assez délicat, mais on s'est tous bien entendu. Il y a vraiment, on sort de prépa, etc. Donc on apprend à réfléchir ensemble, à essayer d'entendre ce que quelqu'un a à dire et ses envies, et on essaie de construire quelque chose de bien tous ensemble. C'est vraiment ce qui m'a plu, ce dont j'ai vraiment appris, travailler en équipe et la gestion de projet. D'accord, ok. Et toi, Louis, tu as présidé Proveto Junior Conseil, donc la junior entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais. Quand j'ai vu que j'étais accepté à Alfort, en fait, je suis allé sur le site internet et puis je suis allé faire un petit tour des assos pour voir un petit peu ce qu'il y avait, parce que j'adore m'impliquer là-dedans. J'avais pas eu le temps de faire ça à plein temps en prépa, donc je me suis dit je vais me prendre une asso et puis je vais m'y mettre à fond. Et j'ai vu Proveto Junior Conseil. Et quand j'ai un petit peu creusé ce que c'était qu'une junior entreprise, je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment l'asso parfaite pour me donner des outils dans ma vie future, sachant que, vu que j'ai grandi dans une clinique veto, je sais que c'est pas uniquement soigner des petits chiens, des petits chats. Il va y avoir quand même beaucoup de gestion derrière, que ce soit de la RH, que ce soit financier, etc. Et je me suis dit, ces outils-là, je les ai pas. Il y a peu de chances que l'école me la donne, donc autant aller les chercher directement à Proveto. Et je me suis impliqué. Au final, j'ai eu la chance de pouvoir la présider et vraiment, ça a été 2 années fantastiques où j'ai découvert énormément de choses, énormément de monde. J'ai pu participer à pas mal de congrès. Vraiment, ça a été une expérience formidable. C'est vrai que c'était assez génial quand on était copains depuis le début d'Alfort. Lui à Proveto, moi à la BNVA ou ailleurs. On a vraiment pu travailler ensemble, s'aider sur lui ses qualités, ce qu'il a appris, moi aussi, et organiser même des événements communs qui ont super bien marché sur l'école, et c'était vraiment génial. C'était génial parce qu'on avait pas mal de ressources du coup en ayant un pied dans différentes assos, et quand on a fait un petit peu le micmac de tout ça, on avait des événements qui étaient super cool. On a organisé un événement conjoint avec la BNVA, Proveto et le cercle quand on a fait le tournoi il y a 2 ans, et c'était un super événement, on en garde des super souvenirs. Et je suppose que tout ce que vous avez appris dans ce milieu-là associatif vous a servi, vous a peut-être donné envie d'aller sur ACAVET. À 1000%. C'est totalement ça. Ouais. On a pris tout ce qu'on savait, on l'a mis dans notre asso perso, et ça a donné un résultat dont on est plutôt content. Et ça, c'est vraiment super chouette. Il y avait une envie commune. Donc, comme on était investi à fond dans les 3-4 premières années dans plein d'assos, plein de clubs, la JE, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie en 5e année, enfin 6e année maintenant, quand on n'aura plus ça, vu que maintenant on laisse aussi les jeunes prendre le relais sur les clubs et les assos, Bien et sûr. Les vieux, entre guillemets, ils s'occupent du chuva. Les vieux. Non, les vieux de l'école. Et on s'est dit, faut qu'on trouve une asso, puis on laissait ça un peu de côté, puis c'est revenu naturellement avec les idées en commun et ce qu'on avait derrière. D'accord, donc ça c'est un peu la genèse du projet. C'est des outils qui nous ont permis de construire le projet. Ouais, c'est ça. La genèse, elle est un petit peu différente, mais j'imagine qu'on va revenir là-dessus. Mais on y va, c'est une excellente transition. Okay. Vas-y, quelle est la genèse du projet? La genèse du projet, c'est Maxime un jour qui m'appelle et qui me dit il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les étudiants. On venait de recevoir les résultats des évaluations des enseignements, c'est ça. Et il y avait vraiment des commentaires qui étaient catastrophiques, avec des étudiants qui se sentaient pas bien. Et tu peux préciser un petit peu, moi j'en ai eu ce podcast des étudiants qui se sentaient pas bien. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le type de message qu'il y avait? C'était une difficulté, Maxime, tu les as peut-être c'est ça, plus, c'était vraiment une difficulté à lier le travail professionnel et la vie personnelle, qui s'aggravait de semestre en semestre. On n'a pas été aidé avec le Covid, c'est sûr. Bien sûr. Mais on a pu reprendre ces évaluations-là qui nous permettent de
pas seulement voir comment on se positionne par rapport à l'enseignement, mais aussi d'exprimer notre ressenti personnel. Et quand on les prend depuis la première année jusqu'à notre année c'est la 4e année, on voit qu'il y a une dégradation. Et il y avait, je crois, il me semble que c'était 33% des étudiants de notre promotion qui, à la fin du premier semestre, n'en pouvaient plus et n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, quoi. Ouais. Et avec un D'accord. sentiment de ne pas être écouté. Je dis pas du tout que l'école fait un mauvais travail, mais c'était le ressenti général. Il y avait un espèce de mal-être ambiant, et ça nous convenait pas de rester comme ça, à voir ce mal-être, à ressentir ce mal-être sans essayer d'y faire quelque chose. Surtout qu'après avoir passé 3 à 4 années au contact de tous les étudiants de l'école, on savait très bien qu'ils avaient le potentiel et les ressources pour faire en sorte de s'épanouir dans l'école et dans le cursus vétérinaire. Évidemment. On trouvait ça vraiment dommage de voir des centaines d'étudiants qui sont brillants, qui sont passés par des parcours qui sont très compliqués, qui suivent des études difficiles, arriver à en être dégoûtés au bout de quelques années et voir plus quand on voit les burn-out qui sont derrière au bout de quelques années simplement d'exercice. Bien sûr. Et donc Maxime me dit, voilà, il faut qu'on fasse un événement pour les étudiants. On a des contacts avec les partenaires et tout ça. On peut trouver des financements pour essayer de les accompagner. Ok. Et du coup, on en arrive à se dire, bon, il faut qu'on fasse un jeu concours pour les étudiants où il y aura un joli prix à la clé qui peuvent leur permettre de se payer une mobilité internationale, par exemple, qui est obligatoire dans le cursus, mais qui coûte assez cher quand on veut partir un peu plus loin qu'en Belgique. Qui coûte cher d'ailleurs. Qui coûte cher déjà d'ailleurs. Et donc voilà, on a cette idée-là, il faut qu'on trouve un moyen d'organiser un jeu intéressant pour les étudiants. Et moi, du coup, par le côté de la junior entreprise, j'avais entendu parler des hackathons. Et on s'est dit qu'un concours d'idées... je vais peut-être me permettre de définir le mot hackathon. C'est une contraction en fait du mot hacker et du mot marathon, c'est ça. Et c'est un terme qui est issu du milieu des startups de la tech. Et en fait, c'est une compétition d'innovation qui a souvent lieu sur un week-end où les participants se réunissent, réfléchissent et essayent de concevoir des solutions, mais sur un temps très court. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sortir ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum, en un temps record. Exactement, ouais. J'aime bien l'expliquer d'une autre manière. C'était dans les années 90, les premiers sites internet qui se lançaient sur le web avaient une sécurité informatique qui était catastrophique. Et en fait, ils en avaient marre de se faire hacker. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on ne retournerait pas le problème en faisant venir les hackers chez nous et en leur demandant en un week-end de hacker le plus possible le site internet, et ceux qui trouvent les plus grosses failles, on les récompense. Et c'est de là devient le mot hacker, hackathon. Et nous, on a voulu faire pareil. On a des problèmes dans le milieu vétérinaire, des problèmes que ce soit de recrutement, des problèmes liés à l'écologie et ou à la technologie, qui sont les thèmes qu'on a eu envie d'aborder. Et on s'est dit, en 48 heures, on va demander aux étudiants de proposer des solutions à ces problèmes. C'était assez génial de la façon dont ça s'est fait, car c'était extrêmement naturel. L'embryon d'idée que j'avais de faire quelque chose pour les étudiants, c'était inenvisageable de le faire sans Louis pour moi. J'ai tout de suite appelé, je fais mec, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut le faire tous les deux. Et puis c'était, franchement, c'était de fil en aiguille, tout s'est déroulé, on a passé du temps ensemble et voilà, quand on s'est un peu engrainé l'un et l'autre dans des idées, on s'est parti un peu dans tous les sens. Vous avez brainstormé. C'est exactement ça. Bien sûr. On a donc quand on a eu un petit peu les bases de ce qu'on voulait faire, il restait encore le plus dur derrière, qui est de transformer cette idée un petit peu farfelue et méconnue des générations qui sont un peu avant nous. Donc on savait que ça allait pas être facile de les convaincre, mais on était persuadé que ça allait marcher, pour une raison un peu obscure d'ailleurs. C'était clair dans notre tête. Ouais, on savait que ça allait marcher, mais on ne savait pas vraiment pourquoi. Et donc on s'est lancé, on a construit tout le projet en utilisant des outils informatiques un peu plus modernes que simplement un calepin. Et puis c'est parti, on a listé toutes les étapes à faire, on les a pris une par une et on en est là aujourd'hui. On a vite construit une équipe de choc qui nous ont aidés de A à Z dans la construction pour le rendre vraiment concret. Donc tout de suite, vous en avez parlé autour de vous. Alors, pas tout de suite. On a passé quand même 3-4 mois tous les deux à un peu brainstormer. Alors, faut savoir que là, on est en 4e année et on est pris à 100%. T'es encore le président de la JE. Je suis encore à la Pet Food, la BNVA. J'avais le comité accueil. Comité accueil partenaire. Moi, je suis responsable des décors du comité spectacle. Et c'est notre dernière année de partiel. On est occupé. On est occupé, mais on a ce truc-là bien au chaud qui monte doucement.
On fait quelques tests où on en parle à des gens qui pourraient potentiellement plus tard nous débloquer des fonds pour voir si l'idée intéresse ou si on est complètement à côté de la plaque. Mais c'est important ce que vous dites parce qu'en fait, il y a plein de gens qui hésitent à parler de leur projet et qui veulent le garder secret très longtemps. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui en ont parlé aussi pour Veto Job et je pense qu'en fait, il faut en parler assez vite parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets mais qui les mettent pas à exécution. Donc, il n'y a pas trop de danger à aller parler de ces projets en fait. C'est comme ça qu'on arrive à les rendre concrets. Ouais, mais on voulait en parler, mais pas trop non plus parce qu'on avait déjà on voulait faire un petit peu un effet de surprise. Et puis il y avait pas mal de conditions pour que cet event voit le jour. Et le problème, c'est que si on en parlait trop et qu'il y avait une des conditions qui n'était pas remplie, on se retrouvait... Parce que vous étiez dans un cadre institutionnel, en fait. Ouais, c'est ça. On était contraints... Enfin, on n'était pas vraiment contraints par le cadre institutionnel parce que c'était notre asso et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais par contre, si on voulait que ça ait de l'impact, il fallait convaincre les institutions. Et ça a été difficile. Et comment vous êtes allé convaincre, comment vous êtes arrivé avec ce projet? Comment vous les avez convaincus? Ces institutions, donc je parle de l'école ou peut-être des partenaires. Comment vous avez fait concrètement? Et ben justement, ça, pour pouvoir en parler aux partenaires et même à l'école, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ensemble à brainstormer, puis on a recruté une équipe, donc on a parlé autour de nous avec des personnes de confiance, parce que pour nous, c'était sûr qu'on pouvait pas le faire qu'à deux. C'était ce qu'on avait en tête, c'était trop gros pour le mener à bien à deux. Surtout qu'on sait qu'on a on a des copains avec beaucoup de qualité et de ressources aussi. Et donc, on voulait arriver avec quelque chose d'assez concret, finalement, comme ce qu'on propose pour Acavet, quelque chose qui tient la route. Un pitch, une plaquette à présenter, quelque chose d'assez professionnel. J'ai envie de dire, reprendre les codes qu'on a appris via nos assos, clubs et JE. Et on s'est dit, été 2022, on commence à en parler autour de nous, aux partenaires, on est prêt. Et ensuite, c'est les institutions. Comme disait Louis, on voulait pas être des électrons libres de la profession, on voulait être soutenus, car notre volonté, c'est de réunir tout le monde. Et ensemble, on est plus fort. Voilà. Ok. Et donc, comment vous avez convaincu? C'était beaucoup de visio. Hein. Beaucoup de visio, un pitch répété à tout le monde. Rodé, qui tient pour tout te dire, qu'est-ce que c'est un hackathon? Ça. Pour tout te dire, je crois que la première réunion qu'on a faite vraiment pro, on était en Thaïlande avec lui, dans l'ordre de notre mobilité justement, en stage. Et donc on était avec un groupe de copains avec qui on était forcé d'expliquer le projet. Pour qu'ils comprennent pourquoi on devait s'absenter à 17h en Thaïlande en visio. Et ils ont tout de suite été fans de ce qu'on faisait et on a eu tout leur soutien par la suite. Même s'ils ne comprenaient pas. Et parce qu'en fait, ça, c'était notre plus gros problème. Personne ne comprenait ce qu'on voulait faire. On avait tellement, je pense, poussé l'idée à bout de ce qu'elle pouvait être, qu'il y avait tellement de détails que ça faisait beaucoup à assimiler d'un seul coup, je pense. Et du coup, comment on a convaincu un pitch répété, de l'assurance, de la confiance, mais aussi on avait la chance d'avoir pas mal de relations dans le milieu vétérinaire et qui nous font confiance et qui nous connaissent, donc ils savent qu'on n'est pas entre guillemets des rigolos qui vont faire n'importe quoi. Voilà. Ok. Et du coup, le pitch, en quoi ça consiste concrètement ce hackathon que vous avez fait? Alors, on part d'un mal-être, ouais, c'est ça. Une problématique, et ensuite on essaie d'apporter la solution. Voilà, c'est ça. La solution qu'on propose, en fait, c'était donc de dire que les étudiants ont 48 heures pour répondre à une problématique. Les problématiques, elles se découpaient dans 3 grandes catégories: l'écologie, les relations humaines et la technologie. Une fois qu'on avait des problématiques, on voulait créer des équipes d'étudiants, des équipes qui soient complètement aléatoires, mixées entre les promotions, les écoles différentes, parce qu'on a quand même eu 10 écoles qui sont venues à notre premier événement. Et on voulait mixer aussi ces équipes-là selon un profil MBTI pour avoir vraiment le truc le plus aléatoire possible. Ensuite, tu peux expliquer profil MBTI? Ah oui, les profils MBTI, c'est un moyen de catégoriser, même si c'est pas bien de le faire, mais c'est un moyen de catégoriser les gens par différents paramètres qui font que ce sont soit plutôt des gens extravertis, soit plutôt introvertis, voilà, différents profils. On remettra dans les commentaires l'explication. C'est assez choquant quand on le fait, hein. Ça prend 12 minutes à peu près, puis on ressort avec vraiment une personnalité attitrée. Et quand on voit l'explication, les traits de cette personnalité-là, des fois, ça te dit, oula, ça fait peur, quoi. Ouais, ça fait peur parce que c'est très pratiqué en management, ça a certaines vertus. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on voulait, par exemple, c'était éviter que dans un groupe, il y ait 4 profils qui soient hyper extravertis, qui ont besoin de prendre les commandes, et une personne qui soit complètement introvertie. Donc, on essaie de mixer tout ça. Et donc, tu vois, là, en une seule phrase, on commence à dire, mais attends, mais comment ça va marcher? Et on peut commencer à lister une liste de problèmes à résoudre.
faire travailler des étudiants sur leur futur. Déjà, est-ce qu'ils ont une idée vraiment de ce qu'est le monde vétérinaire actuel alors qu'ils sont encore en études? Donc là, on se dit à partir de là, on est obligé d'avoir le soutien des professionnels. 48 heures pour résoudre une problématique, c'est super rapide, sachant que les étudiants, on ne sait pas forcément comment construire un projet quand on n'a pas de background de club, d'asso ou de JE. Donc là, c'est à nous de montrer comment on va les amener à résoudre ces problématiques-là. Ouais. Et là, tu viens de soulever un point qui est hyper intéressant, c'est que dans les hackathons en général, mais dans notre événement, ce qu'on voulait, c'était absolument que les étudiants soient accompagnés par des pros, des vétérinaires, des non-vétérinaires qui ont des compétences et des connaissances sur le milieu. Et ça a été donc nos mentors, qui a été un plan complet de la gestion de cet événement, qui était la gestion de ces mentors, leur recrutement, leur expliquer aussi à eux ce qu'on était en train de faire, et faire en sorte que leur accompagnement soit efficace auprès des étudiants. Ce qu'on voulait aussi, c'est rassembler une grande communauté sur les réseaux sociaux, avoir de l'impact, comme on disait tout à l'heure, dans le milieu vétérinaire. On savait qu'on avait la chance d'avoir le soutien des étudiants, car on est étudiant, et comme on est dans pas mal de clubs asso, on avait assez de visibilité dans l'école. Donc pour nous, c'était quelque chose d'assez fondamental d'avoir un rendu très professionnel, très carré, même en étant étudiant, pour que eux le répètent après. Et c'est de donner les clés à ces étudiants-là, mais aussi à ces professionnels qui travaillent tous les jours en clinique, qui ont un emploi du temps très chargé, de se retrouver au même endroit, au même moment. Alors ça, déjà, c'était aussi un challenge à relever, parce que pour réunir tout le monde, c'est pas facile. Non. Mais non, bon, effectivement. on a réussi. Et ensuite, une fois qu'on a donc tout ce petit monde qui est là à 19h, du coup, on était à l'Agora, un des bâtiments de l'école. Il fallait se lancer sur... Donc finalement, l'école est vraiment partie prenante. Elle vous met à disposition un bâtiment. L'école nous a mis à disposition l'Agora. On les en remercie vraiment parce que c'est un bâtiment tout neuf qui est sorti de terre en septembre 2022. Donc on avait du matos exceptionnel, de la place pour accueillir tout le monde. Ça a été vraiment génial. On n'aurait pas pu rêver mieux, je pense, pour une première édition. D'un point de vue déroulement du week-end, il y a eu 0 accro et vraiment l'école s'est investie à partir de là en nous donnant les locaux, en mettant à disposition les locaux pour faire le week-end. Et puis on a eu la chance d'avoir l'investissement aussi de certains professeurs qu'on remercie aussi, qui ont pu nous apporter des conseils qui ont été précieux. D'accord, ok. Donc voilà, pour moi, le pitch, c'est vraiment montrer ce qu'on veut faire, quels sont les problèmes qui émanent de ça et comment nous on les résout ces problèmes-là, comment on montre à un partenaire ou à un confrère que en fait ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce qu'on sait que ça peut bloquer, mais regarde, on a pensé à ça pour le débloquer, etc. Et à la fin de la vidéo, on était tous souriants, tous contents, à chaque fois on sentait cette motivation à la fin pourtant ça pouvait être long, une visio, tu vois, ça pouvait durer 1h30 pour bien expliquer, répondre à toutes les questions, et tout le monde était hyper content à la fin, motivé, comme si tout le monde était à bloc et vous sentiez une émulation en fait. Déjà à partir de là. Donc vous n'avez pas douté en fait jusqu'au bout. Jamais. Non, vraiment on a eu très très peu de doutes. On a eu certains moments où c'était quand même tendu parce que c'était pour les dates surtout, pour les timings. On avait préparé un rétro-planning en juin à peu près, et on devait commencer à pouvoir communiquer sur l'événement en novembre. Et par du retard, parce que certaines conditions n'étaient pas remplies, on a pu commencer qu'à communiquer à partir du 1er janvier ou 2 janvier, je crois. Ouais. Donc pour un événement qui est prévu le 10 mars, bien sûr, c'est quand même court, c'est très très court. Sachant qu'on voulait quand même réunir du monde, qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc ça a été quand même une petite goutte de stress c'est du stress. Qui est coulé. Ouais, je pense que ça nous fait pas de mal d'avoir un peu de stress de temps en temps. Non. Mais bon, c'était du bon stress parce que du coup ça nous a forcé à faire le travail correctement, vite, et on a eu de la chance, quoi. Ok. Alors on va en venir au jour J. Alors Manuelle, qui est ma collaboratrice, elle a participé à l'événement en tant que mentor et elle est revenue avec des étoiles dans les yeux parce que je pense qu'elle a ressenti cette émulation dont vous parlez. Alors elle a d'ailleurs titré son article « Hackavet, l'hackathon vétérinaire qui a bouleversé tout un écosystème ». Et je vais me permettre de lire son chapeau parce que c'est rare qu'elle fasse des chapeaux aussi dithyrambiques. 48 heures d'une douce folie qui a vu naître grâce à l'intelligence collective habilement guidée des projets innovants en relations humaines, en écologie et en technologie. Ces 3 axes de réflexion choisis pour ce tout premier Hackavet, des projets impactants, des projets d'avenir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tel engouement de la part des participants? Comment ça s'est passé? Pourquoi il y a eu un accueil aussi favorable? Franchement, c'était un peu un mystère. Bon, c'est pas un total mystère, moi, mais j'aurais cru de pas y être allé. Ça nous a quand même vachement secoué au plus profond de nous-mêmes parce qu'on s'attendait vraiment pas à des retours aussi cool. Mais
tous les bons éléments d'un bon week-end étaient réunis, et c'est ça qui a permis que tout le monde s'éclate en fait dans cet exercice qui était complètement nouveau et qui donnait vraiment les clés et la main aux étudiants pour parler de leur avenir et pour proposer des choses. Moi, je pense qu'il y a ce qui a vraiment touché tout le monde sans trop se le dire, c'est que finalement, que ce soit les étudiants, mais les mentors présents, ils n'étaient pas là pour une raison, tu sais, business ou intéressés pour montrer mon entreprise, etc. À l'image de Manuel, c'était des personnes qui sont venues des pour... curieux, peut-être. Des curieux Avec aussi. une certaine curiosité, une appétence intellectuelle, mais Exactement. sans trop savoir à quoi ils allaient Parce qu'ils assister. n'avaient aucune obligation de venir. Enfin, je veux dire, ils ont vu passer un message sur les réseaux, ils se sont dit, tiens, en fait, tu risques rien d'y aller. Et au pire, c'est bien. Et comme Manuel, on a eu des personnes qui ont donné d'eux-mêmes, en fait. C'est juste c'est vrai. apporter ces ressources sans trop rien demander en retour. Et je pense que c'est une des premières fois que les étudiants et même les professionnels véto ont pu ressentir ça dans ce milieu, quoi. Ouais, peut-être dans une profession qui souffre un peu de son manque de confraternité en ce moment, de pouvoir remettre en avant le collectif, ça a une vraie valeur ajoutée. Ouais, complètement. Et ça a été vraiment une vraie émotion qu'on a ressentie tout au long du week-end jusqu'à la fin, où pendant la finale, il y a eu des annonces fortes qui ont été faites au micro et qui ont prouvé l'importance de ce genre d'événement, de ce genre de réflexion collective où on cherche juste à aller de l'avant et à proposer des choses bien pour nous maintenant, mais pour nous aussi dans le futur. Et moi, je pense que ce qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est de voir les copains qui revenaient nous dire, et vous aviez raison, en fait, on est légitime, même si on est qu'en première ou deuxième année, en fait, ça y est, je me sens capable, quoi. Alors que 2 semaines avant, on leur disait, je pense que tu dois venir, ça va être intéressant, ça va, tu vas te plaire, vraiment, tu vas te prendre au jeu. Et à la fin du week-end, ils nous remerciaient de les avoir convaincus et ils se sentaient vraiment avoir ouvert des portes qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Un vecteur de confiance en soi contre le syndrome de l'imposteur. C'était l'objectif et était pleinement atteint, on ne pouvait pas être plus heureux. Ok. Alors ça s'est pas passé comme prévu, il devait y avoir 6 projets pitchés et 3 vainqueurs, mais vous avez dû vous adapter, c'est ça ? Alors il y a eu 6 projets pitchés et 3 vainqueurs. On s'est adapté parce qu'en fait on voulait diffuser ça en live sur Twitch pour toucher encore plus de monde. Tout était prêt, c'était génial. Les micros, les caméras de l'amphithéâtre, tout était relié. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dimanche, 13h, on a plusieurs projets parmi les finalistes qui viennent nous voir et qui nous disent on a un petit peu peur parce que notre projet, là, c'est une idée qu'on vient de développer. On a passé tout le week-end à le faire ensemble, mais c'est pas protégé. On n'a pas encore déposé quoi que ce soit. On n'a pas envie de tout dévoiler là comme ça. On n'a pas envie d'envoyer tout ça sur Internet avec on ne sait qui va regarder. Bien sûr. Donc on a pris la décision au dernier moment de pas diffuser ça sur Twitch et de garder à huis clos jusqu'à la fin le week-end et ça a été quand même génial. Tout en justement publiant ces projets vainqueurs et ceux qui continuent a posteriori quand ils auront un peu continué de travailler sur leur projet et qu'ils se sentent prêts à se montrer. Donc c'est ce qu'on a fait là il y a 1 ou 2 mois je crois sur nos réseaux. On a pu quand ils ont pris le temps. Vous avez différé en fait. On a différé. Ouais. Et quand ils ont eu le temps de pouvoir bien protéger leurs idées avec des enveloppes solo Est-ce que tu peux expliquer le principe des enveloppes solo l'enveloppe solo, c'est pas... En fait, ça nous protège pas vraiment légalement, mais ça nous permet d'avoir un critère d'antériorité. Donc l'objectif pour nous, c'était assez simple pour eux de déposer l'enveloppe solo, car on travaillait sur la plateforme en ligne Miro, où là on brainstorm. Donc on a le parcours qu'on avait créé, donc ils écrivent tout ce qu'ils ont à écrire dans les cases de questions-réponses, et après ils brainstorment. Et on leur a dit, écoutez, l'enveloppe solo, ça sert à déposer tout ce que vous avez écrit de manière un peu informelle. Il n'y a pas besoin d'écrire de loi, etc. Enfin, des textes bien rédigés. Vous déposez votre plateforme d'équipe, parce que vous êtes sur ce quoi vous avez travaillé, et ça fera l'affaire. Et c'est tout ce qu'ils ont fait, et ça permet de dire, moi, à tel jour, telle date, j'avais déjà pensé à ça, etc. Puis c'est très simple à faire, nous on l'avait fait aussi pour VetoJob. Ah oui, voilà. Et comment ça s'est passé au niveau des projets ? Comment ça s'est construit au fur et à mesure ? Ouais, alors ça c'est un point qui pour nous était fondamental, c'est-à-dire que la réussite du week-end passait nécessairement par un parcours qui soit suffisamment guidé, suffisamment pratique, mais qui soit aussi ludique pour qu'une équipe de 5 personnes qui ne se connaissaient pas le vendredi soit capable de monter un projet en 48 heures. Et ça, on a énormément bossé là-dessus. Ouais, c'est un peu challenge. On a beaucoup bossé là-dessus et on a utilisé une plateforme qu'on avait utilisée nous-mêmes pour préparer notre brainstorming qui s'appelle Miro.
et qui est en gros tout simplement un tableau blanc collaboratif où on peut mettre autant de personnes qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, on y met des documents, on peut écrire, on met des formes, on met des couleurs. Ok. C'est hyper visuel et on a énormément bossé sur cette plateforme-là pour proposer un parcours où en fait les équipes suivaient des challenges qu'on avait préparés un à un et qui, à la fin, permettaient d'avoir un projet construit en ayant pensé à toutes les questions qu'il faut se poser pour essayer de proposer une idée. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets du Ouais. coup? Alors les projets, il y a un projet qui a beaucoup bouleversé les personnes qui étaient présentes lors du week-end. C'est le projet qui a gagné le thème des relations humaines, qui D'accord. s'appelle Motivate. Alors Motivate, c'est une équipe de 5 étudiants qui viennent de Roumanie, d'Alfort et il me semble de Belgique, je ne sais plus le dernier origine. Et eux, ils se sont dit, en fait, quel est le plus gros problème pour nous dans la profession vétérinaire? C'est le mal-être des étudiants, mais aussi des vétos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est proposer quelque chose de relativement simple à mettre en place, mais avec beaucoup d'impact. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas dans une clinique un QR code tout simple à scanner pour les clients et une plateforme où en fait on va trier les avis négatifs, positifs et qui va renvoyer tous les avis positifs de la clinique, du clinicien, de l'ASV, du tech, enfin D'accord. toutes les personnes, avoir à la fin de la journée son petit message d'encouragement, comme quoi merci à tout le travail de l'équipe, c'était génial, mon vaccin s'est super bien passé avec Milou, redonner confiance en soi. Mais pas que ça. Ils se sont dit, nous ce qu'on veut c'est s'intéresser sur le bien-être des vétérinaires en tant que tel. Et donc est-ce que le matin quand ils arrivent à la clinique, ils sont motivés, est-ce qu'ils ont envie de travailler, comment ils se sentent? Et donc pour ça, ils ont mis en place une sorte de parcours de questions à répondre. Et à la fin de ce parcours de questions, c'est un peu comme le profil MBTI finalement. Tu ressors pas avec un caractère, mais avec un Motivate Score. Donc comme les Nutri-Score, c'était dans le vert ou dans le rouge. Et s'ils sont dans le rouge, et là tu dis attention, fais gaffe à ta santé mentale. Je te propose d'aller parler à telle ou telle personne. Je les connais, ils sont super. On va pouvoir t'aider, mais reste pas seul. Et à la fin, si tu veux, du mois, tous les Motivate Scores des cliniciens peuvent refléter un Motivate Score moyen de la clinique. Donc ça nous permettrait, in fine, de dire cette clinique-là, on s'y sent bien, les vétérinaires sont motivés, etc., etc. D'accord, ok. Donc c'est un projet qui a beaucoup touché de par la problématique à laquelle elle répond, le taux de suicide élevé des vétérinaires, le mal-être, la pression, voilà, tout ça. Ouais, Ok. c'est un super projet et vraiment on espère qu'il va aller jusqu'au bout parce que c'est des choses, en tout cas pour la partie QR code qui permet d'envoyer des messages positifs, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui peut avoir de l'impact. On n'est pas là pour dire il faut complètement s'enlever les avis négatifs. Il peut y avoir du bon dans un avis négatif. Google le fait très bien. Google le fait très bien. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment juste envoyer un petit cœur à son vétérinaire. Et c'est ça qui a bien plu dans ce projet. C'est super chouette. Ok. D'autres projets qui ont été marquants? Ouais. Alors, le projet qui a gagné la catégorie écologie, c'est un projet qui s'appelle Yvette. Yvette qui s'attaque à des choses qui sont simples, qu'on utilise tous les jours, qui sont par exemple les alaises. Les alaises sont jetables et je crois que d'après les chiffres, il y en a à peu près 10 millions qui passent par an en France. Et elles se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen d'en faire des alaises réutilisables. Et un coup, je trouve que génial de réflexion et de création pure, parce que la création, ça va vraiment être... on prend deux choses, on en fait une nouvelle. C'est d'utiliser la technologie des culottes menstruelles et d'en faire des alaises. Et ça, c'est fantastique. Donc, du coup, c'est des alaises qui sont réutilisables une centaine de fois. Donc, ça, c'est génial. Et puis, ce qu'elle voulait faire aussi, c'est travailler sur une gamme de produits d'entretien solides pour remplacer tous les pchits qu'on utilise, tous les savons. Enfin, voilà, toujours dans une optique de réduire nos déchets et réduire notre impact carbone. D'accord. Il y a le deuxième finaliste d'écologie qui était assez marquant, je trouve, et qui nous a bien plu. Surtout, en 48 heures, ils sont arrivés déjà avec une direction artistique qui était sympa, mais surtout un pitch qui était percutant. Le projet, c'est Réincarburation. Et donc, en fait, eux, ils veulent s'attaquer à la fin de vie. Comment la rendre la plus douce et aussi de la gestion du deuil le plus facile possible dans ces moments qui sont extrêmement compliqués quand on perd notre compagnon, notre meilleur ami. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et ils se sont dit, est-ce que au lieu de faire de l'incinération qui est écologiquement pas bon, on ferait pas plutôt de l'humusation? Alors qu'est-ce que l'humusation? C'est en fait planter son animal entre guillemets, en faire du compost et à partir de là
en ressortir un arbre ou une plante. Et ils se sont dit, on va faire des jardins de mémoire, en fait, où on va pouvoir se retrouver. Au lieu que ce soit une pierre tombale, ce sera une jolie fleur, un arbre, et on pourra se recueillir sur ce moment-là. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est compliqué, est-ce qu'il n'y a pas un problème de loi là-dessus, etc. Bah, eux, pareil, ils ont adapté leur pitch en fonction de ça. Ils se sont dit, on sait que c'est pas encore possible de le faire, mais il n'y a rien qui nous l'empêche. Ils ont eu des rendez-vous avec, je crois que c'était la vice-présidente. Heureusement que les entrepreneurs font les choses avant que les lois passent, parce que sinon on n'avancerait pas. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de l'écrire, donc ils ont envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et ils sont surmotivés. C'est un génial projet qui est de dire, au lieu d'aller me recueillir dans un cimetière, je vais me recueillir dans une forêt. Puis écologiquement, c'est super bon. Oui, donc des projets vraiment très variés. Alors je me doute qu'on va pas réussir à parler de tout le monde. Est-ce qu'il y a un autre projet dont vous il nous reste le dernier projet vainqueur de la catégorie de technologie qui ont voulu s'attaquer au problème du carnet de santé digitalisé. D'accord. Alors c'est un problème que beaucoup de gens ont essayé d'attaquer. Il y a eu plus ou moins de réussite. Et ce qu'ils ont voulu faire, eux, c'est non pas de passer par un propriétaire qui remplit ces données, mais de passer par un système centralisé qui serait relié à la puce électronique. Pour, par exemple, quand un animal a une certaine pathologie, sans avoir un veto qui donne directement accès à toutes ses datas et tout son dossier animal, mais on peut juste mettre, par exemple, cet animal, il est diabétique. Et si cet animal est trouvé que lorsqu'on lit sa puce électronique, on voit directement, il a été trouvé, il appartient à madame, et en plus de ça, il est diabétique, donc va falloir peut-être lui contrôler sa glycémie. Et ça, c'est vachement chouette, parce que en plus de ça, ils ont réfléchi à la possibilité justement de pouvoir partager par le vétérinaire le dossier de l'animal en cas de déménagement, par exemple, pour éviter justement cette rupture dans le suivi concret de l'animal. Et eux, leur challenge principal, c'était surtout de se dire qu'est-ce qui a été fait avant. Et justement, le parcours qu'on a mis à disposition, c'était un des challenges à répondre. Qu'est-ce qui se fait dans ce milieu-là? Comment vous vous démarquez? Donc, ils ont pu s'aider de ce qui a été fait, essayer de voir ce qui n'a pas marché et de faire en sorte de trouver la solution. Et ils ont vraiment réfléchi à ça et ils ont eu des rendez-vous aussi très intéressants avec l'ICANN, notamment. Ça doit passer par là, la puce électronique. Et que du positif. Encore une fois, à la fin de la réunion, ils étaient tous contents. Donc, c'est top. Du coup, quand je vous entends, ces projets, ils ont perduré après cet événement à Cavette en mars. Ils en sont où aujourd'hui? Alors, Motivate, ils ont déposé le statut de l'association. Ça y est, c'est créé. Donc maintenant, ils doivent faire le MVP, développer, je pense, le QR code ou le Motivate Score en premier. C'est à eux de décider. Et maintenant, c'est faire des proof of concept, les POC. Voilà, les POC. Et donc, pour ça, ils vont avoir besoin de l'aide de la profession, et nous, notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'ils y arrivent. Donc on est en train de travailler sur ça avec eux, faire des réunions et de les aider à dire je sais que cette personne-là peut t'accompagner sur ce développement-là, tu peux lui faire confiance. Et vous accompagnez également sur la recherche d'investisseurs, par exemple On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est potentiellement des choses auxquelles on réfléchit, mais pour l'instant, on en est simplement à essayer de faire en sorte que cette petite graine qu'on a plantée pendant le week-end on l'arrose un petit peu, fasse ses premières feuilles. On verra ensuite pour la transformer en joli arbre. Et qu'est-ce qui vous a nourri et vous a animé tout au long de ce projet fou? Il y a beaucoup de choses. Déjà, c'était intense intellectuellement. On n'a pas arrêté pendant un an d'enchaîner des réunions, de brainstormer sur tous les différents points, parce qu'en plus de ça, on a une équipe avec nous qui est pointilleuse, qui nous aurait pas laissé faire quelque chose d'à moitié terminé, donc on voulait absolument que ce soit parfait. On a fait beaucoup de boulot, que ce soit jusqu'au carnet qu'il y avait sur la table, en passant par le parcours de challenge, tout était millimétré, tout était aux couleurs, tout était bien. Et pourquoi c'était tout millimétré et pourquoi on a fait beaucoup d'heures de travail là-dessus avec toute l'équipe? Je pense que c'est parce qu'on sentait qu'on avait les moyens, on l'avait juste au bout des doigts de faire quelque chose de bien pour la profession et au moins de l'aider à notre échelle. Et c'est vraiment de sentir qu'on pouvait le faire qui nous a animés tout le long ça a pris 1 an de construction à mettre en place concrètement et ça nous a fait tenir jusqu'au bout.
Bon, en tout cas, c'est pas très radiophonique parce qu'on ne vous voit pas, mais il y a la petite lueur qui anime vos regards, donc il n'y a aucun doute sur On le était fait pareil que au c'est pitch il y a un an. un projet qui vous anime. Louis, ton papa, il a publié un message après le week-end sur les réseaux sociaux, très émouvant, qu'on a remis d'ailleurs dans notre article sur Thémavet. Donc on peut pas douter de sa fierté, mais vous deux, est-ce que vous êtes fiers de vous ? C'est assez compliqué à dire. Le lendemain de l'événement, on voyait que ça avait bien marché, que tout le monde était ravi, qu'on avait réussi. Mais c'est dur d'être fier de soi, je trouve. Bien sûr. C'est pas facile. Surtout quand on s'est construit dans des parcours d'excellence où on demande toujours plus, bien sûr. Parce que je pense que nos parents sont fiers de nous, même nos amis nous ont dit qu'ils étaient fiers de ce qu'on avait fait, mais soi-même, c'est pas facile. On a quand même fait une petite fête après où on était quand même super contents parce que très content, mais très content parce que le vestiaire. Ça s'était quand même très bien passé, mais ça nous a surtout on s'est pas arrêté là en disant génial, on a fait l'événement, maintenant on profite tranquillou. Non, ça nous a donné presque même encore plus de force pour aller plus loin, pour faire d'autres choses, quoi. Je pense que c'est compliqué d'être, en tout cas personnellement, de dire que je suis fier de ce qu'on a fait, parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai l'impression que ça, une fois qu'on est fier, tu sais, on va s'arrêter, on n'a plus rien envie de faire. Après, ça, on a abouti ce qu'on avait à faire. Alors qu'on a tellement d'idées, tellement d'ambitions par la suite, que je pense qu'on sera fier dans très longtemps. Excellente transition. Comment vous voulez inscrire Akavet dans la durée ? Je suppose qu'il y aura une deuxième édition. Comment vous comptez faire ? Alors, il y aura une deuxième édition. Ce qu'on veut faire, nous, c'est que ce soit une association qui reste entre les mains des étudiants. Donc, on a encore de la chance, on est étudiants cette année. Mais ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, malheureusement. En général, ça se termine. Et donc, pour ça, on a commencé à recruter des nouvelles personnes qui font partie intégrante du bureau, au même titre que nous, et qui vont prendre les rênes au fur et à mesure pour les éditions à venir. Nous, ce qu'on veut, c'est de rendre l'association pérenne dans le temps, donc une édition par an aux alentours de mars-avril chaque année. Normalement, l'année prochaine, on s'avance pas trop en disant que ce sera à Alfort et que ça devrait avoir lieu en mars ou avril. Et que, justement, on arrive à recruter des étudiants de divers horizons, pas que des étudiants de France. Donc, pour la première édition, on était contents car on avait les écoles françaises, mais aussi des étudiants qui venaient de Roumanie, de Belgique. On avait des inscriptions d'Italie, d'Espagne, il me semble aussi. Et de rendre vraiment ça assez européen. Donc finalement, dire toutes les écoles, vous êtes légitimes. On avait aussi des étudiants d'Unilassal qui sont venus apporter leur contribution lors de l'événement. Et c'est notre ambition, c'est que Akavet s'inscrive vraiment comme l'événement pour les étudiants, au service de la profession, avec des mentors qui vont être là pour les guider sur des sujets très spécifiques, pour leur montrer qu'ils peuvent aboutir à un projet en 48 heures et un peu, donner cette opportunité, c'est ça, aux étudiants de se développer d'un point de vue entrepreneurial, mais aussi, pourquoi pas, juste associatif, tu vois. Donc, c'est ce qu'on veut faire pour les années à venir. Ouais, parce qu'il y a quand même un filigrane dans cet événement, c'est qu'on voulait donner quand même des clés d'entrepreneuriat. C'est pas, pour nous, c'est pas un gros mot de parler d'entrepreneuriat parce que on a pas dans ce micro, non. Mais on pense que c'est important. Il y a quand même des choses qui sont faites à l'école pour essayer de mettre quelques notions dans la tête des étudiants, mais c'est pas facile. Mais nous, on pense que c'est quand même vraiment important parce que on en parlait un petit peu rapidement tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais qu'est-ce que c'est la place du vétérinaire dans le futur ? Est-ce que c'est simplement un vétérinaire qui travaille, qui est salarié, ou est-ce que c'est aussi un chef d'entreprise ? Et on a essayé comme ça de mettre pas mal de notions d'entrepreneuriat dans le développement du projet. Enfin, si c'était même pas 95% de notions d'entrepreneuriat, mais c'était important pour nous de montrer déjà deux choses. La première, c'est que les étudiants, ils peuvent le faire. Et malgré tout ce qu'ils peuvent avoir l'impression, ce fameux syndrome de l'imposteur, non, vous avez largement les capacités de le faire. Et deuxième, c'est pas si compliqué que ça, et ça peut être super fun. Et ça, on a réussi à le faire en 48 heures. Ok. Et de quoi vous auriez besoin aujourd'hui pour aller au bout de ces aspirations-là ? Vous pouvez profiter du micro pour en parler. Un peu de temps déjà. C'est ça, personne ne va pouvoir vous aider. Ouais, non. Mais non, je pense qu'il faut que ça mature un petit peu
de notre côté, on avait pris le temps avec Akavet de faire en sorte que voilà, on commence à se lancer à fond quand on a une idée assez claire du projet. Là, on a encore des aspirations, on veut que ça soit bien. Enfin, on a toujours cette envie que ça soit bien, donc on prend un peu le temps de faire maturer toutes ces idées. Dire ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est assez compliqué, sachant qu'on a la chance maintenant d'avoir vraiment beaucoup de soutien de la profession, que ce soit Thémavet avec nous, mais aussi tous les professionnels, que ce soit des entreprises, mais aussi d'un point de vue personnel, qui veulent qu'on réussisse et qui sont là pour nous. On sait si on a besoin de quelque chose, on peut les appeler, ils vont nous aider. Donc, vous êtes déjà bien entouré. On est déjà bien entouré, et l'objectif, c'est vraiment de continuer à créer cet écosystème, si tu veux, pour mettre tout ce qu'il y a de possible à disposition des étudiants et de la profession pour qu'il en ressorte quelque chose de super lors de l'événement. Ok, on vous le souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur Akavet ? On a fait le tour déjà, je pense. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Oui, on reviendra là-dessus. Il y a un communicant dans l'équipe, vous voyez pas, mais je pointe à ma droite. Alors, moi, j'ai quelques questions plus générales. Parce que vous êtes des représentants de la Gen Z et que c'est intéressant de confronter les points de vue. Déjà, c'est quoi vos projets à vous, personnels, à la sortie de l'école ? Est-ce que pratique, pas pratique ? Est-ce que vous en savez déjà quelque chose ? Alors, c'est une bonne question, hein. Ça va venir vite et on va l'avoir, je pense, de plus en plus au cours de cette année. On a la chance là avec Louis d'avoir commencé, à travailler un peu cet été. Louis en remplat majoritairement et moi en garde à Vétine Paris. C'est la première fois où on est vraiment sur le terrain en tant que veto, tu sais. On a fait ASV dans le passé, donc on connaît un peu la difficulté et les enjeux de ce métier, mais là d'être vraiment les mains dans l'animal entre guillemets, c'était un challenge. On l'appréhendait pas, on avait vraiment hâte et on avait raison parce que ça nous plaît. On adore ce qu'on fait, la garde et le remplat. Enfin, je parle pour Louis là, mais ouais, t'inquiète. J'ai adoré. Il se défendra si jamais tu dis n'importe quoi. Et donc dans le futur, donc l'année prochaine, personnellement, j'aimerais garder ce côté pratique garde, mais pas que. Je pense pas faire d'internat, que ce soit privé ou public, parce que j'ai envie de développer ce côté entrepreneurial également, mais de mettre en pratique ce que je peux apporter dans ce côté entrepreneurial, le mettre au profit de ce côté pratique vétérinaire. Donc j'espère pouvoir faire un master l'année prochaine, donc finir mon cursus de vétérinaire, avoir mon diplôme de docteur, et de jongler entre un master entrepreneurial, que ce soit à Sciences Po ou ailleurs, et des gardes vétérinaires et les projets Akavet, etc. Ok. Et toi, Louis ? Moi, c'est aussi cette même idée de dire que mon envie d'entreprendre doit servir ma pratique et que ma pratique doit aussi servir mon côté d'entreprendre. Donc j'ai pas mal déjà, du coup, avec les années d'études, peut-être un peu trop au détriment de la médecine, profiter sur le côté entrepreneurial. Donc moi je me dis que j'aimerais bien quand même faire un internat, que ce soit plutôt dans le privé, pour pousser justement cette médecine, pour derrière aller être compétent à la fois sur la gestion, mais de la gestion globale d'une clinique et la gestion d'un animal. Et bon, ensuite, pour la suite, c'est encore trop loin. Il me reste 2 ans avant d'en y être. Il faut savoir qu'on a l'habitude de faire beaucoup de choses à la fois, et que la charge de travail nous fait pas peur. Et je pense que quoi qu'il en soit, l'année prochaine, on sera très très chargé ce qu'on va faire. Ok. Cette année aussi, attention. Ouais, ça fout cette année. Ouais. Parce qu'il y a la thèse cette année en plus. Il y a la thèse, il y a les gardes, il y a Akavet 2. Oh là là là. Il y a le Chuva. Oui. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des vétérinaires chefs d'entreprise sur la génération dite Z ? Moi, je la comprends tout à fait. Pourquoi ? Parce que, alors je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir, mais je la comprends parce que les vétérinaires qui sont en exercice, en fait, on se connaît pas vraiment. Tu vois, les étudiants et vétos, on parle pas souvent, on n'a pas beaucoup d'événements. On peut se croiser de temps en temps à la VAC, mais c'est pour un nombre très faible d'étudiants finalement, tu sais. Et en fait, je pense pas qu'ils puissent voir comment on a envie de travailler, nos ambitions, et que finalement on a envie de faire le même métier qu'eux, peut-être d'une façon relativement différente, mais je comprends qu'il y ait cette inquiétude-là, pour moi c'est juste parce qu'en fait on n'a pas encore instauré ce dialogue-là, sauf pour ceux qui sont venus à Akavet. Maintenant ils ont plus d'inquiétude pour les années à venir, je pense. Quels sont les atouts à votre avis de votre génération ? On est très polyvalent, je pense. On est curieux aussi. On n'est pas focalisé uniquement sur
sur notre travail et on pense que le travail n'est pas une fin en soi. Ça, c'est important. Je pense que ça fait une petite différence avec les générations qui nous précèdent. Et puis, avantage ou inconvénient, je sais pas, mais on a une plus grande conscience écologique qui maintenant qui nous pèse même presque tous les jours parce qu'on le voit de plus en plus. Éco-anxiété. Ouais, bien sûr. Éco-anxiété, c'est un vrai truc. Et ça, je pense que ça va nous aider parce qu'on a ce souci de faire attention à la conséquence de nos actes. Et puis même de plus en plus, on le voit dans la profession, on sait que les clients sont de plus en plus procéduriers, donc on va être de plus en plus attentif à ce qu'on doit faire. Et ça, c'est des choses qui, à mon avis, vont être des avantages pour nous. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, vous êtes une génération qui remettait en question la société comme elle n'a jamais été remise en question. Là, tu parles de l'écologie. Et puis, il n'y a qu'à voir les projets ACAVET et les valeurs qui ont été véhiculées. Vous êtes une génération qui, en tout cas, on donne l'impression d'avoir un fort besoin de sens, et notamment dans le travail, donc de travailler dans des entreprises avec un alignement des valeurs. À votre avis, ça s'exprime comment chez votre génération ? C'est quoi les besoins qui vont être en face de ça ? Alors, moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, on va arriver sur le marché du travail, dans la vie active, et on a envie de rentrer dans une clinique ou hôpital qui correspond à nos attentes. Et nos attentes aujourd'hui, c'est de se sentir bien, de pas mettre un pied dans la clinique le matin avec la boule au ventre de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire de mal, comment je vais me faire. C'est d'être entouré et qu'on nous le montre. Pas juste, tu sais, qu'on fasse un beau post sur les réseaux en disant ma clinique, ça se passe bien, c'est la meilleure, des belles photos. C'est à la limite via des stages, tu vois, ou des cursus sur une immersion où on peut vraiment se rapprocher du vétérinaire et qu'il y ait plus ce côté, pas que confrère, mais tu sais, très personnel finalement. Je vais te raconter un peu ma vie, moi, comment je ressens mon métier, et toi, à ton tour de me dire ce que tu as envie de faire, et on va essayer de voir comment on peut t'accompagner là où tu as envie d'aller. Et je pense que c'est un peu ça nos attentes. Ouais, c'est hyper compliqué la question. Et, si on avait la réponse maintenant, on serait pas dans une chambre d'étudiants, mais il va falloir dialoguer entre les personnes qui sont actuellement en place, notre génération, de voir ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on a envie de le faire aussi. Je pense qu'il va falloir faire des concessions des deux côtés, à la fois chez les générations précédentes qui vont devoir accepter qu'on va vouloir travailler différemment, mais aussi, mine de rien, il va falloir que notre génération soit confrontée quand même à la réalité du travail, à la réalité de ce que c'est que d'être vétérinaire tous les jours, de la permanence, continuité de soins, des gardes, et je pense que c'est en y travaillant et c'est en y réfléchissant en bonne intelligence qu'on trouvera les meilleures solutions et qu'on pourra être le plus heureux possible, toujours dans cette continuité de dire, je pense que pour un jeune d'aujourd'hui, ce qu'il veut dans son travail, c'est du bien-être, c'est d'être content de faire ce qu'il fait, d'être content de se lever le matin et de voir que son travail a un impact positif sur les gens qui l'entourent et sur la société. Ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce bien-être, comment on peut l'obtenir, c'est, je pense, quand on est jeune, on veut rentrer dans une clinique, on veut savoir qu'à la fin de la journée, on a eu un impact positif, que ce soit sur les clients, ses coéquipiers, mais aussi écologique. Et comment on peut se sentir bien dans une clinique, c'est en utilisant du bon matériel. Là, je pense notamment à la technologie qui va nous permettre, nous, comme tu dis, la Gen Z, Génération Z, Génération Z. Le boomer. Je suis déjà vieux, putain. Il y en a d'autres entre. Moi, je suis la Y, la Y, donc... Et donc, c'est notamment en se servant de nouveaux matos ou, tu vois, nouvelles technologies qu'on va se sentir bien. On dit, tiens, là, c'est rapide, c'est efficace, ouais, c'est cool, je kiffe ce que je fais. Ouais, pour moi, c'est inconcevable, mais inconcevable d'arriver dans une clinique où on me dit où le logiciel métier est pas un minimum poussé, quoi. C'est plus possible. Là maintenant, il y a des outils qui sont surpuissants, qui sont développés tous les jours. Il faut que nos outils qui nous accompagnent au quotidien et le logiciel métier, c'est le truc numéro 1. Il faut que ça soit canon, il faut que ça envoie, quoi. Ça, le bien-être, finalement, c'est pas juste dire t'inquiète, ça va aller. Oui, c'est aussi pas perdre de temps sur des outils au quotidien, bien sûr, bien évidemment. Il y a tellement de choses qui peuvent être automatisées maintenant avec l'informatique.
il y a énormément de choses à faire et c'est pour ça que ça faisait partie aussi, c'était un de nos axes de réflexion à Gavette, c'est comment la technologie dans le sens large, pas uniquement l'informatique. Il y a, j'aime bien cet exemple-là, mais un couteau, c'est de la technologie. Avant, on tapait des pierres entre elles. C'est juste. Et donc, l'image est bonne. Comment est-ce qu'on peut pousser cette technologie pour qu'elle nous aide, pour qu'on soit plus efficace, on soit mieux dans notre travail, mais en même temps en la réfléchissant pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé où on a trouvé du pétrole, c'est génial, allez on en met partout et maintenant on se retrouve un peu dépendant de ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être trop dépendant de nos technologies? Non, mais c'est très clair et puis au moins vous savez ce que vous voulez quoi. Et ça c'est important. Je sais pas si vraiment on sait ce qu'on veut, mais en tout cas on sait ce qu'on veut pas. Vous savez ce que vous voulez pas. Ouais. Alors j'ai une autre question. Ces dernières années, il y a une valorisation de l'entrepreneuriat avec la culture start-up. D'ailleurs, vous en êtes la preuve. Il y a eu d'autres choses, la revalorisation des artisans, des filières en alternance qui permettent d'entreprendre. Pour autant, il n'y a jamais eu autant de salariat dans la profession vétérinaire. Alors pourquoi, à votre avis, les vétérinaires, dans leur grande majorité, notamment des jeunes générations, veulent rester salariés? Alors pour moi, alors je suis pas expert du tout. Je donne un avis comme ça et comment ça t'es pas légitime de ton avis? Je suis pas légitime, mon Dieu. Non mais il y avait donc, si j'ai bien compris, et je pense que s'il y a des gens qui ont envie de me corriger, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais il y a 20 ans, on sortait de l'école véto, on savait qu'on allait se lancer dans une clinique, on allait peut-être faire un peu de salariat, mais ensuite on allait s'associer et puis gérer sa structure. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisqu'il y a deux options. Soit on reste salarié tranquille. Il y a des gens qui développent des parcours de carrière plus simples que gérer une structure à son compte. Mais quand là, on est en train de terminer nos 5 années d'études à l'école d'Alfort, je pense que si je m'étais pas investi à côté, si j'avais pas cherché les outils, je me sentirais jamais de la vie prêt pour me lancer directement et être associé ou gérant d'une structure. Et le fait que alors il y a 20 ans, on ne donnait pas les outils, mais de toute façon on s'en fichait parce que on y allait tête baissée. Mais aujourd'hui, on n'a pas les outils et les gens vont pas y aller tête baissée. Donc ça crée un sentiment d'illégitimité ou un besoin en tout cas de réassurance pour pouvoir se lancer qu'on n'a pas l'impression d'avoir en sortant d'école. On nous donne pas les clés d'une bonne gestion de structure vétérinaire. On nous parle, on fait 5 ans de médecine où on devient extrêmement pointu là-dessus, à un niveau même qui est presque effrayant parce qu'on a des quantités d'informations à retenir qui sont faramineuses et on vient nous chercher sur des détails qui sont hyper pointus et puis ensuite quand on se retrouve pour la première fois comme moi cet été dans une clinique, on se rend compte qu'il y a des bases qui des fois sont même pas acquises. Tout à fait. J'ai eu le même sentiment moi, et ça c'est fou. Donc voilà, ça n'a pas changé en 10 ans. Et alors en plus de que ça 10 ans. Non, t'inquiète, on coupera ça. 10 ans, d'accord. Faut arrêter de compter. 10 ans. Et alors de base, on se sent difficilement prêt pour se lancer en tant que vétérinaire tout court, mais alors si en plus de ça, il faut se lancer en tant que vétérinaire entrepreneur, je comprends qu'il y ait énormément de gens qui se lancent vers le salariat, en fait. Pour moi, ça, c'est à additionner surtout au fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de structures qui nous disent « Venez, vous inquiétez pas, le RH et la compta, c'est nous qui nous occupons. Vous avez juste à faire votre métier. » Et donc, ça rajoute le fait que on sort d'école, on a un petit peu peur de se lancer, même carrément peur, à notre compte. Il y a quelqu'un qui vient nous dire t'inquiète, moi je vais te gérer tout ce que t'as pas envie de faire, t'as juste à te concentrer sur ton métier. C'est l'argument qui est avancé notamment par les corporates. Exactement. Donc c'est hyper simple en fait finalement, et je pense que c'est pour ça qu'on a de plus en plus de salariat dans notre milieu, alors qu'on est dans un moment où il y a de plus en plus de startups, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est hyper cool d'un point de vue personnel et de ce qu'on fait, de voir qu'autour de nous ça bouge aussi, parce que finalement c'est pas que le milieu veto, il y a vraiment ce sentiment global, et j'ai l'impression, quelle que soit la filière, et dans nos copains qui font pas veto, qui peuvent faire agro, etc., on retrouve ce même sentiment. Et donc on se dit, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose de très générationnel, pas forcément de milieu, et chaque milieu, par contre, a ses enjeux et problématiques. Et là, on voit par contre des personnes qui vont essayer de faire en sorte de faire en sorte que ça change un petit peu à leur échelle. Et l'idée, c'est justement, comme là, il y a de plus en plus de salariat, pourquoi pas essayer de donner des clés dès maintenant à ces étudiants de faire leur clinique, tu vois, de dire, en fait, tu peux être entrepreneur. Au lieu de leur dire
t'inquiète, on te gère tout ça, enfin le RH, la compta, tout ce que t'aimes pas, on te le gère. Bah non, on va te montrer facilement comment toi tu peux gérer ta clinique. Et peut-être que la réponse aussi est à mi-chemin, qu'il faut des deux. Finalement, il y a des gens qui sont faits pour faire de la clinique vétérinaire et de manière très pointue, en s'affranchissant peut-être de la partie administrative, et des personnes chez qui on peut révéler cette fibre entrepreneuriale. Ouais, bien sûr. Totalement. Il faut la cultiver, parce que simplement en sortant de l'école à 25 ans, sans avoir une notion quelconque de gestion d'entreprise, c'est quasiment mission impossible en fait. On a la chance quand même d'avoir un milieu qui est assez petit finalement, et quand on commence à connaître une personne et on connaît une deuxième, on peut avoir ce petit networking que je trouve super passionnant dans la profession vétérinaire. C'est que on va avoir beaucoup de retours d'expérience de professionnels, mais aussi de copains, et finalement on va pouvoir se construire soi-même et se dire tiens, je sais que lui, je peux compter sur ses ressources, son expérience, et finalement si on veut quelque chose, on peut demander via quelqu'un de nous l'apporter, et je trouve ça formidable dans notre milieu, quoi. Culture du networking qui, à mon sens, n'est pas assez développée dès l'école. Après, c'est assez facile. En vrai, il y a un tel corporatisme que il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que quand, moi je le vois, je contacte énormément de gens, et en fait, la petite, un vétérinaire avec un autre vétérinaire, en fait, ça se fait très facilement. C'est génialissime, mais ça, on nous l'explique. Si on nous l'explique à l'école, on parle de confraternité, etc. Mais les moments de rencontre où, en tant que jeune véto qui ne sait pas ce que je vais faire de ma vie, qui découvre le métier pour certains, parce que j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit, j'ai fait 4 stages, et puis j'arrive en clinique, je me retrouve face à un truc où je comprends pas. Et tout ça, on peut rencontrer des vétos, et il y a des événements, enfin il y a la vague chaque année, et je trouve que perso, je pense que la vague, ça devrait être quasiment obligatoire pour les étudiants, pour aller rencontrer des vétérinaires, pour aller voir aller se frotter à la réalité, avoir vraiment énormément de retours, et on trouve tous les profils, et que ce soit de la VAC, la VEF ou n'importe quoi, ce qui vous plaît, on parle beaucoup de la VAC, mais c'est parce que depuis la première année, nous on y va grâce aux positions qu'on peut avoir dans des clubs, ASSO et JE. C'est génial. Et chaque année, on en revient avec des étoiles dans les yeux. Alors qu'on était en première, deuxième, troisième année. Et chaque année est différente pour nous, car on grandit, on a nos projets en tête, etc. Mais à chaque fois, on ressort avec des personnes qui nous ont marqués, intéressés, et qui étaient aussi intéressés. Enfin, c'était super, quoi. Voilà. Moi, j'ai le même sentiment à chaque fois que je vais à la vague. On se voit à Lille. On fait de la pub à Lille. Le 30. On se verra à Lille. Oui, bien sûr. On aura un stand à Lille. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les étudiants ou futurs mentors qui seraient interpellés par Acavet, qui auraient envie de participer? Faut se lancer. Envoyez-nous un message, dites-nous que vous êtes intéressés. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir du soutien, de se dire que on fait pas ça pour rien, et qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ce qu'on fait, et qu'ils ont envie de se donner, et qu'ils ont envie aussi qu'on ensemble dans notre communauté, on change les choses du milieu vétérinaire pour tout le monde. C'est la motivation, la motivation, c'est ça qui va c'est ça qui nous porte dans ce projet, et qui a fait que ça a bien marché la première édition. C'est que en quelques minutes, quand les gens ont commencé à se lancer dans les projets, tout le monde était motivé, et jusqu'à la dernière seconde, ça a été de la motivation, et c'est ça qui marche. Et alors, comment ils peuvent vous contacter? Sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Acavet, tout simplement, ou Facebook. Et aussi, nous, nos profils personnels, Louis Peton et Maxime Lachérade sur LinkedIn, Instagram. Je suis en public, je crois, toi aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas, même le site internet qui est en ligne, il y a un espace chat où on reçoit directement une notification, on vous répond. On va le refaire, le site internet. Il arrive. Pour la version 2.0, on a pas mal de petits trucs qui sont au chaud et qui vont bientôt sortir. On arrive avec une direction artistique impeccable. Ça va être léché. Bon, en tout cas, on mettra tous les liens de vos réseaux sociaux et de votre site dans les commentaires de cet épisode. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est déjà pas mal. Je vais peut-être juste dire un grand merci à notre équipe aussi. Et citer Marianne qui était là depuis le début, avec Christelle, Louis qui est le frère de Louis, Jules qui est le frère de Louis, et ma sœur Pauline qui sont pas là aujourd'hui pour le podcast, mais qui sont à fond derrière nous et qui ont hâte qu'on leur raconte comment ça s'est passé. Et qui écouteront ce podcast. Ils vont l'écouter, les réécouter, ils ont pas le choix. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de réussite. De la réussite. La thèse déjà, qu'on la passe, outil de docteur, qu'on arrive à joindre les 3, 4, 5 bouts de tout ce qu'on a à faire. C'est ça.
Et voilà. Bon, et ben merci Maxime, merci Louis. On s'en Merci est pas beaucoup. trop mal tiré avec la répartition du temps de parole. Vous faites le job tout seul. Ouais, non, mais on t'a dit qu'on était habitués. On a répété aussi. Et, merci parce que vous avez une énergie, un enthousiasme absolument débordant et du coup ça a été un super moment pour moi. Bah, ça a Merci, été c'est pour gentil, nous. c'est super Je cool. pense que C'est tous les génial. auditeurs verront que bah oui, on peut être de la Gen Z et puis envoyer du lourd et avoir beaucoup Yes. Yes. d'ambition et Et il d'énergie. y a encore du lourd qui arrive. Bon bah super. Merci beaucoup à pour tout vous. ce que vous Merci faites beaucoup, aussi Marc. avec tes mamettes. Ouais, c'est C'est un super plaisir. Merci. À bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.